Bonjour à tous, bienvenue dans ce webinaire que je suis ravie d'animer. Je suis donc Olivia Duboucheron, chargée de marketing chez Euler Hermès, et je suis ravie d'animer cette session avec nos intervenants Euler Hermès spécialisés en caution, Clément Jourjon et Kelly Gamero-Texera, qui vont se présenter dans les prochaines minutes. Au cours de cette intervention, nous allons vous en apprendre plus sur la caution et les avantages du cautionnement, et vous faire découvrir les solutions que nous proposons chez Euler Hermès. Donc, je laisse en premier lieu Clément et Kelly se présenter, et nous avons également la chance d'accueillir avec nous Marie-Tane, directrice de la trésorerie de la société Sateba, qui pourra nous faire un retour d'expérience qu'elle a eu avec Euler Hermès. Clément, je te laisse la parole. Merci Olivia, bonjour à tous. Donc Clément Jourjon, je suis arbitre au sein du département caution et garantie depuis 2 ans. Ma mission principale, c'est d'analyser le profil financier des prospects, donc pour la mise en place des nouveaux contrats, également des clients existants pour valider les émissions de caution. Et j'interviens également pour assurer le suivi de nos risques sur le portefeuille de caution qui ont déjà été émises. Pour cela, au niveau de l'arbitrage, on peut s'appuyer sur la direction de l'information. Donc, il y a des équipes implantées sur tout le territoire national et qui rédigent des rapports détaillés sur l'évolution des entreprises. Donc, ils vont collecter l'information auprès des dirigeants, des DAF, récupérer les bilans et puis ensuite grader l'entreprise, donc mettre une notation en fonction de la qualité du risque. Donc, ça nous permet d'avoir une très bonne visibilité sur l'ensemble des entreprises françaises et d'être très réactif lorsqu'on est sollicité pour mettre en place un contrat, par exemple. Pour présenter rapidement le département caution, donc on est une équipe en plein développement avec des équipes qui sont renforcées. Donc je fais partie de l'équipe risque où on est plusieurs arbitres à être dédiés aux produits caution et garantie. On a ensuite un back-office qui va s'occuper de l'émission des garanties, de l'enregistrement des contrats. On est accompagné par une équipe de juristes. On a développé plus récemment un pôle immobilier qui s'occupe des GFA notamment, donc les garanties financières d'achèvement plutôt à destination de la promotion immobilière. Et puis on a enfin une équipe de chargés d'affaires qui s'occupe d'être en contact avec les prospects et les clients, et dont fait partie Kelly, donc je vais la laisser se présenter. Merci Clément, bonjour Olivia, bonjour à tous. Je m'appelle Kelly Gamero-Texera, je suis chargée d'affaires au département caution. Donc, je suis arrivée dans ce département en 2015. J'ai d'abord intégré le pôle back-office pendant 1 an et maintenant 6 ans donc, que je suis chargée d'affaires. Donc aujourd'hui, Euler Hermès, c'est 1200 clients et près de 9 milliards d'euros d'engagement. Je reprends un petit peu ce que disait Clément, mais il y a vraiment toujours cette double analyse pour un chargé d'affaires qui est d'un côté la partie risque et de l'autre la partie commerciale, donc pour la partie caution. On travaille énormément avec la direction de l'information, donc avec les analystes. Les délégations qui sont implantées en région sont pour nous une véritable mine d'or en termes de recueil de l'information. Donc c'est vrai que quand on est contacté par une société, on a une idée, je dirais, assez précise de la qualité de crédit de cette société au moment où on est contacté. Donc ça, c'est une ressource qui est extrêmement précieuse chez nous, qu'il a été particulièrement pendant la période Covid, où le suivi il a été primordial pour nos prises de décision. Ça l'est toujours autant en période post-Covid, et ça le sera encore plus du coup dans les prochains mois. Et donc parmi les clients que nous suivons, nous avons donc la société Sateba, dont fait partie Marie-Tane. Bonjour à tous. Merci Kelly de m'avoir sollicité pour ce webinaire. Donc moi je suis Marie-Tane, directrice de la trésorerie du groupe Sateba. Sateba, c'est une ETI de plus de 200 millions d'euros de chiffre d'affaires où nous fabriquons essentiellement des traverses de rails en béton. Nous sommes présents dans une dizaine de pays en Europe où on produit également d'autres types d'infrastructures ferroviaires. Merci beaucoup Marie, merci Clément et Kelly pour ces présentations. Donc on va aborder le vif du sujet. Donc avec toi Clément, est-ce que tu peux nous présenter en quelques mots un petit récapitulatif de la situation actuelle en France, s'il te plaît, situation macroéconomique? Oui. Donc c'est vrai que 2020 était une année très particulière. L'économie mondiale a été ralentie, voire à l'arrêt pendant plusieurs mois. La croissance mondiale en est ressortie à moins 3,5%. Le repli il a été encore plus fort pour la France puisqu'on a enregistré quasiment moins 8%
sur 2020, alors que le rythme des années précédentes était plutôt sur une croissance de 1,8-1,9%. On assiste ensuite sur 2021 à un rebond, un effet rattrapage avec une croissance de 6,7% pour la France. Mais sur 2022, on voit déjà qu'il y a un fléchissement de cette croissance avec la Banque de France qui revoit à la baisse ses prévisions et qui anticipe 3,6%. À savoir aussi que ces chiffres ont été annoncés avant le conflit ukrainien, donc ils seront probablement revus à la baisse au cours de l'année. Ensuite, un point sur le contexte économique actuel et notamment les facteurs de risque. Donc je note quatre principaux risques. Le premier, c'est vraiment les difficultés d'approvisionnement, tout ce qui touche à la chaîne logistique mondiale qui a été à l'arrêt pendant de longs mois, et avec aujourd'hui une production qui repart, donc une forte demande et des pénuries sur différents produits. On a un niveau d'inflation qui va rester très élevé sur toute l'année 2022, avec des prix de l'énergie qui sont soit à leur niveau record, soit qui se dirigent vers leur plus haut historique. On a le conflit ukrainien qui vient renforcer la forte pression sur ces prix, sur les marchés financiers également. On a en troisième point les problématiques de ressources humaines qui affectent les entreprises. On peut parler de la pénurie de main-d'œuvre dans certains secteurs, je pense notamment à la construction. On a aussi l'absentéisme lié au Covid et les restrictions de déplacement professionnels qui devraient être quand même moins importants sur 2022. Et puis en dernier point, les mesures de soutien à l'État qui ont bénéficié aux entreprises. Donc je pense au chômage partiel, au report de charges sociales et fiscales, ainsi qu'à l'octroi des PGE qui arrivent à leur fin et qui donc ont permis un niveau de défaillance très bas pendant 2 ans. On a enregistré un niveau de défaillance à son point bas sur 35 ans. Mais sur la fin d'année 2021, sur le 4e trimestre, on voit déjà un rebond de ce niveau de défaillance, avec des défaillances qui sont plus brutales que par le passé. C'est-à-dire que la proportion de liquidation judiciaire est plus importante que sur les années précédentes. Donc on voit en résumé que il y a une reprise qui est bien visible dans les chiffres, avec une croissance assez forte, mais le contexte présente quand même de nombreux risques. Merci beaucoup Clément. Et est-ce que tu peux nous faire un petit récapitulatif plus axé sur le secteur de la construction, s'il te plaît? Oui, alors pour rebondir sur ce que je viens de dire au niveau des défaillances, il faut savoir que la construction, elle est clairement surreprésentée, puisqu'elle représente 25% des défaillances, alors que le secteur ne représente que 15% des entreprises nationales. Donc c'est un secteur qui est caractérisé par tout d'abord des fragilités au niveau des bilans. On a souvent des niveaux de fonds propres qui sont insuffisants, des marges en trésorerie qui sont parfois assez réduites. Et puis le BTP est aussi connu pour avoir des délais de règlement qui sont particulièrement longs. C'est aussi un secteur dans lequel il y a beaucoup de petites sociétés avec un fort recours à la sous-traitance. Donc il y a assez facilement un effet en chaîne. Lorsqu'il y a une défaillance sur un chantier, ça peut impacter l'ensemble des intervenants. Pour faire un état des lieux sur le bâtiment depuis 2020, donc l'année 2020, c'est une forte baisse d'activité, moins 14%, avec la fermeture des chantiers, donc beaucoup de chantiers qui sont reportés, décalés sur 2021. On avait aussi une période d'élection municipale sur 2020, qui est toujours une période difficile, puisque les appels d'offres publics se font plus rares, donc les travaux publics le ressentent. On a aussi plusieurs municipalités qui, suite aux élections, ont eu plus de difficultés à accorder des permis de construire. Et puis, en troisième point, c'est vraiment, j'en parlais tout à l'heure, les pénuries de matériaux, l'inflation sur les matières premières, sur l'énergie. En particulier, on peut parler de l'acier qui atteint des niveaux très élevés en ce moment. Il y a cependant plusieurs raisons qui permettent de rester optimiste pour 2022. Tout d'abord, on a des carnets de commandes qui sont très bien remplis, notamment dans la construction résidentielle, également sur tout ce qui est rénovation, entretien du logement, qui ont retrouvé quasiment leur niveau d'avant-crise. Il y a tout ce qui est investissement dans les grands projets, donc le Grand Paris, les JO, la rénovation de zones urbaines, tout ce qui va être dans les transports, donc le rail, des extensions d'aéroports qui génèrent de l'activité pour le secteur. Et puis le dernier point, c'est vraiment la transition énergétique qui va représenter un relais de croissance pour les entreprises du secteur.
Donc, c'est un environnement qui présente des opportunités, mais il y a toutefois les risques opérationnels du BTP qui restent importants. Donc, je parlais des trésoreries tout à l'heure. Il y a la problématique du financement de la reprise, donc avec des BFR qui vont être en augmentation, les PGE qui ont été octroyés qui doivent maintenant être remboursés. Et puis, d'un autre côté, on va avoir des marges qui sont tirées par la hausse des prix, par l'inflation, et avec des difficultés à répercuter ces hausses de prix sur les contrats qui ont déjà été signés. Donc, dans ce contexte, la caution, elle prend tout son sens, puisqu'elle va permettre à la fois de rassurer les différents intervenants, les clients, les fournisseurs, de remporter et d'exécuter des marchés, et puis également, elle va permettre d'éviter d'immobiliser de la trésorerie, ce qui est très important dans ce contexte de reprise. Merci beaucoup Clément. Du coup, je vais passer la parole à Kelly maintenant. Kelly, est-ce que tu peux nous présenter la caution en quelques mots et ses avantages, s'il te plaît? Oui, bien sûr. Alors, tout d'abord, commençons par définir la caution avant de voir comment ça fonctionne. Donc, la caution, c'est un engagement par signature qui est émis par un établissement financier, donc une banque ou un assureur, et qui permet, en cas de défaillance d'une entreprise, de couvrir le bénéficiaire de la caution. Donc, concrètement, comment ça marche? L'émission d'une caution, elle s'inscrit dans le cadre d'une relation qui est tripartite. On a d'un côté le garant, le client et l'acheteur, qui est donc le bénéficiaire de la caution. En premier lieu, on a un contrat principal qui est établi entre notre client et l'acheteur. En parallèle, il existe un contrat de caution entre le client et le garant. Dans le cadre du contrat principal, il est demandé au client de fournir une caution. Donc le client demande à l'émetteur, au garant d'émettre la garantie. Donc la caution est émise. Et en cas de défaillance de notre client, l'acheteur bénéficiaire appelle la garantie. Nous indemnisons le bénéficiaire, et ensuite nous avons un recours contre notre client pour recouvrer les sommes que nous aurions déboursées. Merci beaucoup. Et du coup, quels sont exactement les avantages de la caution, s'il te plaît? Alors, il y en a plein, il y en a toujours plein. Je dirais que l'un des principaux, c'est certainement l'optimisation de la trésorerie. Pour ça, on va prendre plusieurs exemples qui illustrent assez bien. Moi j'aime beaucoup fonctionner par exemple. Prenons par exemple une caution de restitution d'acompte. On a un acheteur qui commande une machine auprès de notre client qui est un industriel. Le délai de fabrication de la machine, il est de 9 mois. Pendant ces 9 mois, notre client, il va devoir investir dans la fabrication de la machine. Il doit acheter des matières premières, il doit payer des salaires, payer ses charges, etc. Donc lui, il doit mobiliser de la trésorerie pour fabriquer cette machine. Donc le plus souvent, il est amené à demander un acompte à son client, à l'acheteur. L'acheteur, lui, il va donner donc un acompte de, admettons, 30% du montant global du contrat, mais cet acompte, il ne sera compensé que lorsqu'il sera livré de sa machine, lorsqu'elle sera installée et mise en service. Donc on voit bien que pendant ces 9 mois, finalement, il est en risque pur. Donc l'intérêt ici de la caution, il est double. C'est d'un côté rassurer l'acheteur quant à la capacité de notre client à exécuter son contrat, et aussi et surtout, ça permet à notre client de négocier un acompte et surtout son montant, puisque l'acheteur sera plus disposé à donner un acompte important si cet acompte lui garantit à hauteur de 100%. On va prendre un autre exemple qui touche particulièrement le secteur du BTP, qui est la caution de dispense de retenue de garantie. Donc pour ces acteurs-là, on a donc des délais de paiement qui sont un peu plus longs, puisque finalement, nos clients ne sont payés qu'à hauteur de 95% au moment de la réception des travaux. Les 5% restants étant immobilisés pendant 12 ou 13 mois, selon la nature du contrat, après réception des travaux. Donc le fait de délivrer une caution de dispense de retenue de garantie permet à nos clients d'être payés à 100% à l'issue du chantier, et on vient garantir quand même, pendant la période de garantie, donc les 12 ou 13 mois que j'évoquais tout à l'heure, on vient toujours garantir à hauteur de 5% du montant du contrat le bénéficiaire. Et enfin, je vais prendre un troisième exemple qui illustre très bien l'optimisation de la trésorerie grâce à la caution, et qui n'est pas une caution de marché, mais c'est pour dire qu'il y a beaucoup de types de garanties qui sont proposées. On va parler de la caution de loyer. Vous prenez par exemple une chaîne de magasins qui a une centaine de magasins dans toute la France, et pour chacun de ces magasins, il y a un loyer qui doit être payé à un bailleur. Dans le cadre du contrat de bail avec le bailleur, il est prévu un dépôt de garantie qui peut représenter 3 mois, 6 mois, parfois 12 mois de loyer. Donc évidemment, pour une chaîne de magasins qui a une centaine de magasins, vous faites la somme de tous les dépôts de garantie, ça fait beaucoup d'immobilisation de trésorerie. Donc le fait de venir délivrer une caution en substitution du dépôt de garantie permet à nos clients de garder sa trésorerie
Et le bailleur, quant à lui, il est toujours rassuré puisque finalement, on vient couvrir l'intégralité du montant du dépôt de garantie. Donc, en cas d'impayé de loyer, il peut nous appeler en paiement. Donc ça, c'est vraiment pour la partie optimisation de la trésorerie. Après, il y a aussi l'avantage de la caution via un assureur. Donc, comme je le disais tout à l'heure, les cautions, elles sont délivrées soit par les banques, soit par les assureurs. Les banques, elles raisonnent en termes d'engagements globaux. Donc, elles vont prendre en compte les engagements court terme, moyen terme et les engagements par signature. Le fait de passer par un assureur pour l'émission de ces cautions permet à nos clients de préserver leur capacité de financement à court terme et leur capacité d'emprunt à moyen terme. Ok, merci beaucoup Kelly. Et est-ce que tu peux nous préciser quel type d'entreprise vous accompagnez du coup, dans le département caution de LRRS? Alors, on accompagne toutes les sociétés, quelle que soit leur taille et quel que soit leur secteur d'activité. Au départ, on était très axé sur le BTP, qui est très pourvoyeur de caution. Mais aujourd'hui, vraiment, ça touche tous les secteurs. On passe par l'industrie, le transport, la grande distribution, de plus en plus les énergies renouvelables, la promotion immobilière aussi. Donc vraiment, la caution, c'est devenu un outil qui est incontournable, tous secteurs confondus. Et en plus des secteurs, c'est aussi la gamme de produits que nous commercialisons qui s'est étendue, puisque là où au départ, on était très concentré sur les cautions de marché, aujourd'hui, on va sur des cautions qui sont bien différentes. Par exemple, les garanties environnementales, qui sont des garanties légales, dont le montant est fixé par les DREAL, les préfectures. Donc, également de la caution douanière, de la garantie financière d'achèvement, des cautions destinées aux entreprises de travail temporaire, des garanties de paiement. Donc, vraiment, c'est très varié. Et puis, finalement, ça dépend surtout du client qu'on a en face de nous. Ok. Et les projets que vous cautionnez, ils sont tous situés en France ou est-ce que ça vous arrive de cautionner des projets à l'étranger? Il faut bien distinguer donc clients et projets. Nous, les clients qu'on accompagne, ce sont des clients français. Donc, par client français, j'entends des sociétés françaises ou des groupes français qui ont des filiales à l'étranger qu'on accompagne aussi dans le cadre de contrats cadres. Mais voilà, nos clients, ils sont français. Par contre, les projets qu'on cautionne, eux, ils sont partout dans le monde. Donc aujourd'hui, nous, notre rating AA nous permet d'intervenir dans le monde entier et d'être accepté assez facilement, finalement, par les bénéficiaires. Et lorsqu'une réémission locale est nécessaire, donc elle est nécessaire parce qu'elle va être en langue locale ou parce que c'est le bénéficiaire qui exige d'avoir quelqu'un qui soit présent localement. Alors là, on a un réseau interne, donc on a 25 entités de l'Hermès dans le monde avec des bureaux caution qui émettent pour nous. On a également le réseau Alliance, dont on est filiale. Et lorsqu'on n'a pas de solution, je dirais, interne, on a tout un réseau de partenaires bancaires et assureurs qui peuvent émettre pour nous dans le monde entier. Et ça, c'est une véritable force pour nous. Et Très bien. Vas-y. Non, tu nous as donc proposé d'inviter Marie-Tan, qui est donc une cliente que tu as accompagnée plus particulièrement. Je te laisse l'introduire. Oui, alors justement, on a accompagné donc, la société Sateba dans un important projet au Royaume-Uni. Je laisse du coup Marie nous faire un retour d'expérience et nous expliquer en quoi ça consistait. Oui, merci Kelly. En effet, chez nous, en fait, notre filiale anglaise Stanton Precast Concrete a remporté l'année dernière un important contrat de construction de 3 tunnels dans le cadre du projet anglais Green Tunnel et qui seront utilisés pour la ligne à grande vitesse qui va relier Londres à Manchester. Donc, ce sont des tunnels en tranchée couverte, c'est-à-dire qu'on va creuser une tranchée qu'on va recouvrir d'un toit et qu'on va restaurer le terrain au-dessus du tunnel pour que ça se fonde parfaitement dans le paysage dans lequel il est implanté. Donc, c'est un projet qui s'étire sur plusieurs années et qui comporte plusieurs jalons pour lesquels en fait les investissements peuvent être très lourds. Par exemple, notamment l'acquisition du terrain, du site de production et aussi la construction de tout le site en amont de la production même. Et donc, du coup, nous avons sollicité auprès de l'RMS des cautions de restitution d'acompte afin de débloquer la trésorerie nécessaire aux investissements. Donc, ce sont des demandes qui vont se faire tout au long du projet et de l'avancée dans chaque étape. Merci beaucoup, Marie. Ça illustre très bien, du coup, les informations que Kelly nous donnait. Kelly, je te redonne la parole. Est-ce que tu peux nous expliquer de quelle manière la RMS accompagne ses clients à partir de leur demande, s'il te plaît? Alors oui, tous les clients qu'on accompagne, on les accompagne de manière, je dirais, différente, puisque finalement, tout dépend de la taille de l'entreprise et de ses besoins.
On ne va pas accompagner de la même manière une PME familiale et une ETI ou un major. Ce n'est pas les mêmes besoins, ce n'est pas les mêmes flux et il n'y a pas du tout besoin du même suivi dans un cas comme dans un autre. Si on prend par exemple le secteur du bâtiment, dans le bâtiment, on a une multitude d'auto-entrepreneurs et d'artisans. On a 95% des entreprises de ce secteur qui avaient moins de 10 salariés et 86% qui n'en avaient même aucun. Donc vraiment, ce sont des petites structures qui n'ont absolument pas besoin d'avoir tout un contrat cadre avec toute la lourdeur administrative que ça implique. Donc, on a adapté notre offre à la réalité de marché et pour je dirais les petites structures qui ont des besoins ponctuels, on a lancé la plateforme Ma Caution en ligne. Donc, Ma Caution en ligne, c'est une solution qui est 100% digitale, qui est destinée à des entreprises qui ont des besoins ponctuels. Donc, je prenais l'exemple du bâtiment, mais ça concerne tous les secteurs. Donc, c'est vraiment pour des cautions de marché, je dirais, standard. Et en quelques clics, le client arrive à avoir sa caution vraiment en quelques minutes. Donc, notre logique a été la suivante. On considère, nous, dans nos systèmes sont déjà paramétrés pour ça. On considère que sur telle société qui fait telle taille, qui a tel type de marché, on considère qu'on peut prendre X milliers d'euros de caution pour accompagner cette société. Donc aujourd'hui, il n'y a pas de validation interne à attendre. Le système est déjà paramétré. Donc en fait, quand ils vont rentrer leurs données, ils vont pouvoir obtenir un devis et avoir leur caution en quelques clics. Et pour les entreprises de taille plus importante, il y a autre chose, j'imagine? Bien sûr, bien sûr. Alors ça, c'était vraiment pour les, je dirais, petites structures. Pour les plus grosses structures, on a deux choses. On a soit on est sur des entreprises qui ont des besoins, je dirais, standards pour nous, donc des textes standards, pour la plupart donc des cautions de marché. Donc là, on propose la plateforme EH Caution. EH Caution, c'est très différent de Ma Caution en ligne. Ma Caution en ligne, c'est vraiment une plateforme pour une caution à un moment donné. C'est vraiment un besoin one shot. EH Caution, c'est finalement une plateforme dans laquelle il y a tout le contrat de la société. Donc, quand je dis société, ça peut être une société seule ou un groupe avec l'ensemble de ses filiales. On peut créer un accès global pour un groupe. Ça permet une gestion 100% digitale de son contrat puisque le client peut, sur cette plateforme, émettre des cautions, demander des mains levées, avoir accès à sa facturation et aussi à ses encours. Donc, en fait, tout est possible depuis la plateforme. Le chargé d'affaires, il est toujours l'interlocuteur privilégié en cas de besoin. Mais disons que pour tout ce qui est opération courante, on est sur du 100% digital. Et dès qu'on rentre dans quelque chose qui est un peu plus spécifique, le chargé d'affaires est là en cas de besoin. Donc, EH Caution n'est pas destiné à toutes les grosses entreprises, entre guillemets. Quand je dis grosses, c'est à partir des ETI. C'est pas que pour ça. Pour les sociétés qui ont des besoins plus spécifiques, on a également, évidemment, des contrats des contrats cadres, je dirais standards, qui permettent des émissions en format papier, puisque tout n'est pas digitalisable. Il y a certaines garanties qu'il faut étudier particulièrement. Si je prends par exemple une garantie environnementale, on a un arrêté préfectoral qui est délivré, qu'il faut qu'on lise, qu'il faut qu'on étudie, et le texte est rédigé en fonction de cet arrêté préfectoral. Autre exemple, la garantie financière d'achèvement, pareil, on a toute une documentation qu'il faut étudier en amont avant d'émettre. Donc ce ne sont pas des actes standards, et donc ça, ce n'est pas digitalisable. Donc, quand ce n'est pas digitalisable, on garde des contrats en format papier et toujours l'émission sous format électronique qui est possible. Merci beaucoup, Kelly, et merci à tous les trois, plus généralement pour ces explications et ce retour d'expérience. Je pense qu'on a fait le tour de ce qu'on voulait vous présenter. On va maintenant répondre à quelques questions. Au niveau du timing, on va peut-être répondre à 3 ou 4 questions que j'ai sous les yeux. Si vous avez posé d'autres questions dans le chat et qu'on n'y répond pas, nos experts se feront un plaisir de vous répondre directement. Je leur transmettrai toutes les informations. Je vais poser donc une première question qui est une question de Pierre. Je dirige une PME d'une dizaine de salariés et il lui arrive d'avoir des besoins ponctuels de cautionnement. Comment peut-il obtenir une caution de notre part? Je pense que Kelly, tu peux répondre. Oui, du coup, on revient à Ma Caution en ligne que j'ai présentée précédemment. Concrètement, ça se passe en 4 étapes. Il suffit de se rendre sur le site macautionenligne.fr. De là, la société, donc, le dirigeant ou le DAF, peu importe, va rentrer, donc va se créer un compte. Il va ensuite rentrer les caractéristiques de la caution qu'il souhaite demander. Il va obtenir un devis
Et s'il est d'accord avec ce devis, alors il signe directement de façon dématérialisée sur la plateforme, il paye avec sa carte bleue et il obtient sa caution. Donc vraiment, montre en main, c'est un process qui est très rapide. Voilà, je pense qu'en 10 minutes, c'est faisable la première fois, et puis après, c'est 5 minutes étant donné que le compte est déjà créé. Donc c'est très rapide à mettre en place. Alors simplement pour compléter sur l'aspect risque, c'est vrai que ça va nécessiter quand même toutes les informations, donc il faut qu'on ait les derniers bilans, que la notation de la société soit à jour. Et donc le grade qui est déterminé en fonction du risque nécessite d'être supérieur à un certain seuil, sinon la garantie ne peut pas être validée automatiquement. Merci, merci à tous les deux. Deuxième question, une question de Adeline. Est-ce que le marché n'est pas trop réfractaire à la signature électronique? Non, même pas du tout. Là où moi j'aurais eu tendance à le penser aussi peut-être au départ, mais finalement on a été un peu poussé vers ça avec le Covid. Non, en fait, finalement, les clients sont ravis déjà du gain de temps que ça procure. Et puis finalement, quand on y pense, il y a quand même plus de chances de faire un faux papier que de faire un faux acte certifié par signature électronique. Donc voilà, moi j'ai un seul cas en tête où on a été contacté par un bénéficiaire qui voulait s'assurer que l'acte qu'il avait entre les mains était un vrai, parce qu'il n'y avait pas de signature au stylo. Et donc voilà, quand on est contacté comme ça, on prend toujours le temps de vérifier avec la personne, de le rassurer et de lui dire que maintenant, voilà, c'est ce qui se fait et c'est ce qui se fera maintenant de plus en plus. Donc voilà, on prend le temps de rassurer, mais globalement, non, je trouve que le marché n'est pas du tout réfractaire à la signature électronique, au contraire, puisque c'est un gain de temps. Merci beaucoup, Kelly. Troisième question, une question de Julien. Concernant l'export, est-ce que vous intervenez dans tous les pays? Non. Pas forcément. Je ne sais pas si on a une carte de risque pays à jour. Bon, peu Oui, importe. alors vous allez pouvoir partager, je dois avoir la carte. Olivia, si tu me laisses Ouais, je m'en occupe. partager. Kelly, je te laisse répondre en attendant et je m'occupe de ça. Concrètement, bon, si on trouve la carte, tant mieux, sinon c'est pas très grave. Mais en gros, on a toute une équipe d'économistes qui travaillent sur le sujet. Et donc, on a donc une notation qui est affectée à chaque pays et cette notation, elle est mise à jour tous les trimestres. Donc, tous les trimestres, on a les risques pays qui sont mis à jour. En fonction du risque pays, en fonction de la notation du pays sur lequel on souhaite ou pas s'engager. Ah bah voilà, super, génial. Donc là, vous avez donc la carte. Voilà, grosso modo, on intervient sur tous les pays verts, jaunes et orange. On mettra la Russie un petit peu à part dans le contexte actuel. Mais voilà, en gros, les pays en rouge, ça ne veut pas forcément dire qu'on ne peut pas y aller. Ça veut juste dire qu'on a besoin de faire des vérifications complémentaires. Donc, on va vérifier. Donc, ce sont des pays qu'on sait risqués. Maintenant, on va procéder à des vérifications sur voilà, le type de contrat, sur l'identité du bénéficiaire, etc. Donc, ça demande des vérifications complémentaires. Ça ne veut pas forcément dire qu'on n'y va pas. Mais voilà, ce sera des émissions qui seront un petit peu plus longues que celles qu'on fait, je dirais, en temps normal. Après, évidemment, il y a des pays sur lesquels on ne va pas du tout. Et côté arbitrage, donc c'est vrai qu'en fonction du grade pays, de la même manière qu'on va avoir un grade pour les entreprises, le grade pays va être important pour nous dans la décision. Et c'est vrai qu'on a pas mal d'informations disponibles grâce à l'équipe de recherche économique, donc notamment sur des critères politiques, économiques, financiers, qui nous permettent d'avoir une bonne visibilité, avec à chaque fois un résumé sur le pays de sa situation. Donc c'est vrai que quand on se positionne, on a normalement toutes les informations pour prendre la bonne décision. Merci beaucoup à tous les deux. Et je vais prendre une dernière question parce qu'on arrive au bout de notre demi-heure de webinaire. Une question de Thomas qui demande combien de temps ça prend de mettre en place une ligne de caution. Est-ce qu'un de vous deux peut répondre à cette question? Oui, bien sûr. Alors, ça diffère. Concrètement, si on est à jour sur les informations relatives à la société, c'est-à-dire que si on a les derniers comptes, etc., on peut se positionner très rapidement, puisque grâce à ce qu'on disait tout à l'heure avec les rapports de nos analystes, grâce à leurs rapports, on a une vision très claire de la qualité de crédit de nos clients à un moment donné. Donc, au moment où on est contacté, on sait d'ores et déjà si on
si on a de l'appétit ou pas. Donc, je dirais qu'en 24-48 heures, on est déjà capable de fournir une cotation. Et ensuite, donc, on va monter un dossier. Donc, dans le dossier, il y a toujours deux volets, le volet caution et le volet risque. Le volet risque qui est essentiellement basé sur le rapport édité par les analystes. Nous, on vient juste apporter des éléments complémentaires lorsqu'on en a. Et ensuite, donc, une fois que le dossier caution est monté, le comité se réunit une fois par semaine pour statuer sur l'ensemble des dossiers. Donc voilà, ça peut être très rapide quand le dossier est à jour. Quand il n'est pas à jour, il faut qu'on fasse une revue risque en même temps qu'on étudie la capacité de caution. Mais bon, voilà, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que, voilà, grosso modo, en 2 semaines, on est capable de statuer. Et évidemment, en cas d'urgence, on a toujours la possibilité, n'est-ce pas Clément, je parle sous son contrôle, de mettre en place des comités ad hoc pour avoir des réponses du coup plus rapides. Je confirme. Ouais, le principal, c'est vraiment qu'on ait l'information disponible et si on l'a, c'est assez rapide normalement. Merci beaucoup. Marie, est-ce que vous voulez bien compléter peut-être cette réponse à cette question avec un petit retour de votre expérience? Oui, bien sûr, effectivement. Donc, nous, pour Sateba, dès qu'on a eu connaissance du projet, de la taille du contrat et de la nécessité d'émettre des garanties, donc nous avons dû demander l'augmentation de nos lignes. Et donc, on a demandé aux équipes de Kelly. Donc, en tout, on a eu l'accord sous 2 semaines et demie environ. Et puis après, donc lorsqu'il a fallu émettre les garanties, vraiment l'équipe de l'art Hermès ont vraiment tenu compte de l'urgence de notre demande. Et on a obtenu les premières garanties donc émises sous 24 heures. Donc ça, c'est vraiment, je pense, le temps idéal pour obtenir une garantie, 24 heures. Et puis aussi, je dois dire que vraiment, Euler nous a accompagnés tout au long du projet, pas seulement donc lorsqu'on a demandé l'émission. Donc, ils ont déjà répondu présent sur le UK parce que on a eu d'autres institutions financières qui ont été un peu plus frileuses à cause du Brexit. Et puis aussi, donc, lorsque on a travaillé sur le texte de la garantie, pour assurer donc le bénéficiaire sur les modifications qu'on voulait apporter au texte. Donc, l'art Hermès a bien voulu participer avec nous au call d'échange avec les juristes du bénéficiaire. Et puis donc un autre point important aussi, donc c'est compte tenu du fait que l'art Hermès comme elle disait Kelly tout à l'heure, donc ils ont une très bonne notoriété internationale. Donc nous avons émis la garantie en direct sans passer par une réémission locale, donc ce qui a permis de gagner du temps et aussi d'économiser des frais. Et puis vraiment pour finir, je voulais vraiment remercier Kelly et toute l'équipe de l'art Hermès qui ont traité nos différentes demandes parce qu'on en a vraiment eu plusieurs et donc ce n'est pas terminé et qu'ils ont à chaque fois été au rendez-vous pour répondre à l'urgence de toutes nos demandes. Donc merci beaucoup. Merci beaucoup Marie pour votre présence et merci Kelly et Clément pour votre participation. On arrive à la fin de ce webinaire. J'ai beaucoup d'autres questions que je vois. On va tout récupérer. Je suis désolée, on ne pourra pas vous répondre en live, mais ne vous inquiétez pas, on vous apportera une réponse dans les plus brefs délais. Donc merci beaucoup en tout cas pour votre présence. Et puis, j'espère vous revoir bientôt sur un prochain webinaire qui sera plutôt axé sur le recouvrement de créances en B2B. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire quand vous recevrez nos prochains mails. Bonne journée à tous et à bientôt.